Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur TLT pour votre journal en direct. Et dans l'actualité de ce lundi 18 mai, les premières rencontres de la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon avec un objectif, optimiser les synergies. Manifestation demain mardi contre la réforme du collège. Quelles sont les motivations de ceux qui seront dans la rue demain? Eh bien, on en parle avec notre invité. Il s'agit de Karine Rios du SNES. Enfin, un Toulousain, médaille d'or du concours Lépine 2015 entre le Lego et le mécano. Une invention qui va en sauver plus d'un de la crise de nerfs. On voit ça dans un instant. Alors que s'amorce la fusion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon qui devrait se confirmer au 1er janvier 2016, les décideurs politiques et le monde économique sont dans l'expectative. Tous se préparent à une mutation majeure. Que va-t-il ressortir de cette fusion des deux régions? Les premières rencontres de la nouvelle région se sont tenues cet après-midi à la Toulouse Business School. François Guinle y était. Ils ont tenu à arriver côte à côte entre Damien Alary et Martin Malvy. Les deux présidents de région, on soigne l'image et on affiche l'union. Derrière cette façade, Toulouse sera la capitale de la future grande région et le projet de fusion est aussi piloté depuis Toulouse. Côté sérénité, du coup, les deux présidents ne semblent plus vraiment sur un pied d'égalité. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on réussisse ensemble, mais si d'un côté il y a un aspirateur et de l'autre il n'y a rien, il y a de la poussière, ça ne marchera pas. Damien Alary se défendra jusqu'au bout. Et quand on veut réussir un mariage d'amour, il faut non pas seulement des déclarations d'amour, mais il faut des preuves d'amour. Et j'attends les preuves. Il y a une crainte d'un territoire qui estime qu'il n'a pas le développement économique identique à celui de Midi-Pyrénées, mais à partir du moment où on ne fait plus qu'un seul territoire, il n'y a plus de lien de différence. Il y a au contraire l'addition. Dans le domaine de la santé, ça va être très clair, avec le cancer notamment. Dans le domaine de l'agriculture, ça va être très clair. Dans le domaine du tourisme aussi. Donc ces craintes-là, qui peuvent exister, je pense pour ma part qu'elles ne sont pas justifiées. Ces rencontres de la nouvelle région sont en tout cas l'occasion de mettre des visages sur des noms. On fait connaissance, on papote, même si certains semblent déjà vouloir se placer, quitte à être redondants. Ah oui, bonjour, les agents de commerce de Montpellier. Moi je suis Tarnais d'origine. N'oubliez pas, je suis Midi-Pyrénées moi. Moi j'habite à Montpellier, mais Tarnais d'origine. Attention. On pouvait aussi croiser des candidats à la présidence comme le Midi-Pyrénéen Gérard Onesta et le Languedocien Dominique Régnier. À l'intérieur, 4 heures de débat pour parler de synergie, d'optimisation des relations entre les deux régions. Mais comme le rappelle Pascal Mayos, le préfet de Midi-Pyrénées, on n'en est pas encore tout à fait là. La priorité, c'est d'entendre, d'écouter et de s'assurer que l'équilibre que nous allons pouvoir bâtir soit un équilibre qui soit tenable dans le temps. N'oublions pas que c'est janvier 2016, mais aussi on a 3 ans pour mettre les choses en place. Donc d'ici 2018, ça devrait pouvoir fonctionner. 3 ans qui ne seront pas de trop. Objectif, faire fructifier un projet qui donnera naissance à une super région, grande comme l'Irlande, la 19e plus puissante d'Europe en termes de PIB. Une visite sous fond de polémique à présent ce soir. Robert Ménard, le très controversé maire de Béziers, est attendu dans la ville rose sur invitation de l'association Face à Face. Après la section toulousaine de la Ligue des droits de l'homme, c'est au tour du Front de gauche de fustiger la présence de l'homme politique apparenté extrême droite. Les sympathisants Front de gauche se sont rassemblés ce midi pour s'opposer à cette visite. Marie Larpan et Alain Sorat étaient à leur côté. Le fichage des enfants à Béziers, ça ne passe pas. Invité ce soir pour un débat, Robert Ménard a été déclaré persona non grata, notamment par le parti de gauche de Haute-Garonne. On n'est pas contre la liberté d'expression du tout. On pense que la liberté d'expression se fait dans un cadre républicain et qu'elle est notamment protégée par la loi antiraciste de 1973. Et on pense que M. Robert Ménard, à de multiples reprises et encore dernièrement, sur la question du fichage des élèves, tombe sous le coup de cette loi. Outre la venue du maire de Béziers, c'est la mise à sa disposition de la salle municipale Barcelone qui fait réagir. Le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, s'est vu privé de cette salle le 31 mars dernier pour une conférence au motif des risques de troubles à l'ordre public. On s'étonne que cette salle qui a été refusée le 31 mars pour un collectif pour discuter de la politique de l'État d'Israël, de la ségrégation envers les Palestiniens,
en compagnie de Farid Ezak, qui était un compagnon de lutte de Nelson Mandela, est aujourd'hui donné à Robert Ménard. Donc on est vraiment très surpris de l'attitude de Jean-Luc Moudenc. Le maire de Toulouse, qui se situe dans une tradition qui est celle d'un centriste, paraît-il, devrait se ressaisir parce que sinon on va penser que M. Moudenc est devenu un ami politique de Robert Ménard, ce qui serait très très fâcheux pour lui. La ville de Toulouse n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais s'est exprimée par voie d'un communiqué de presse. La collectivité se défend de partager les opinions et les choix politiques de Robert Ménard, mais rappelle le caractère démocratique de son élection et estime qu'il n'y a pas lieu d'interdire la réunion de ce soir. Quant à l'organisme qui invite Robert Ménard, l'association Face à Face, elle avait déjà fait parler d'elle en invitant Éric Zemmour à Toulouse en novembre dernier. Sollicitée, elle n'a pas donné suite à nos appels. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation des enseignants demain mardi 19 mai contre la réforme du collège à l'appel du principal syndicat du second degré, le SNES. Avant d'en parler avec notre invité de ce soir, il s'agit de Karine Rios, professeure d'espagnol en collège. Bonsoir. Un rappel quand même pour planter le décor. Constat partagé par la plupart des acteurs de l'enseignement aujourd'hui et de l'éducation, le collège français va très mal. Beaucoup trop d'élèves y sont en échec. Notre système aggrave même les inégalités sociales. C'est à partir de ce constat que la ministre de l'Éducation a décidé de réformer le collège. Son projet a été présenté le 11 mars dernier. Il s'agit d'une réforme qui divise profondément les acteurs de l'éducation. Vous, en tant que syndicat principal, SNES, donc, vous appelez à la mobilisation demain mardi. Quelles sont les raisons de cette mobilisation finalement? Parce que vous êtes très partagés. Oui, oui. Alors on partage le constat qu'il fallait en effet une réforme pour le collège. Le collège va mal, trop d'élèves arrivent au collège aussi en situation difficile en fait, ils n'ont pas forcément des acquis très consolidés et le collège n'arrive pas à gommer ces inégalités. Donc il faut réformer. Donc il faut réformer. Pour autant, vous n'êtes pas d'accord avec cette réforme? Non, on n'est pas d'accord. Alors pour quelle raison? Parce que déjà, cette réforme renvoie à l'autonomie des établissements. Or, oui, ça c'est le gros point d'achoppement. Oui. Toutes les expérimentations qui ont été menées ont montré que plus on renvoyait à l'autonomie, plus on creusait les inégalités. Quels sont les autres points? Alors, il y a vous me disiez en préparant aussi cette émission que vous n'avez pas été concerté du tout. Oui, c'est vrai. La mise en place de cette réforme. Oui, d'autant plus que là, on a entendu énormément d'acteurs s'exprimer, des intellectuels, des politiques, mais à aucun moment la parole n'a véritablement été donnée aux enseignants. Autre point d'achoppement, ce qui est essentiel pour vous et très important, c'est les effectifs en classe. Il faut dire qu'aujourd'hui, en moyenne, une classe en collège évolue autour de 30, voire plus, 30, parfois 36 élèves. Ça, c'est un gros point perturbant pour vous. Oui. On est tous d'accord pour faire le constat qu'il y a des élèves qui sont en situation de fragilité au collège. Or, comment les suivre à plus de 30 élèves par classe? On parle beaucoup aussi des langues vivantes lors de cette réforme. Même chose, comment accentuer l'apprentissage d'une langue vivante. Alors, dans la réforme, il est stipulé qu'on pourrait faire apprendre la deuxième langue vivante à partir de la 5e. Vous êtes pour ou vous êtes contre? C'est-à-dire que si c'est pour la commencer plus tôt, mais dans des mêmes conditions difficiles, pour nous, la priorité, elle n'est pas là, en fait. On nous aurait parlé de dédoublement, par exemple, en 4e, ça nous semblait peut-être plus intéressant. Alors, autre facteur qui entre en compte dans cette réforme, les enseignements pratiques interdisciplinaires, les EPI. Pour faire simple, il s'agit d'enseigner ou d'évoquer différentes matières au sein d'une même leçon, d'une même heure. Ça vous pose vraiment un problème? Alors déjà, la mise en place reste très floue. Elle va renvoyer au local, elle va renvoyer à la gestion des équipes. Donc ça veut dire énormément de temps perdu, de temps passé et du coup de temps perdu, ne serait-ce que pour la mise en place, du temps qu'on préférerait passer soit avec les élèves, soit à parler des élèves. Ensuite, l'interdisciplinarité existe déjà, elle passe par les programmes. Donc il y a déjà des collègues qui travaillent et qui montent des projets ensemble. Pour autant, un prof de maths n'enseignera pas le français aujourd'hui? Non. Et par rapport à cette interdisciplinarité-là, telle qu'elle est présentée, elle se fera au détriment d'horaires d'enseignement disciplinaire. Or, on sait que pour pouvoir faire de l'interdisciplinaire, il faut déjà avoir du moins des bases solides dans le disciplinaire. Donc on craint que cela ne fragilise encore plus les élèves qui sont en difficulté. Mais vous le disiez à l'instant, il est nécessaire de le réformer, ce collège. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, principal syndicat d'enseignants du second degré? Alors déjà, on propose, on demande qu'il y ait une révision de la carte scolaire. Oui. Dans quel sens? Pour introduire plus de mixité. Oui. Voilà. Et ensuite, ce sont des choses simples. En fait, on a parlé des effectifs.
revenir à 24 effectifs par classe. Donc plus de classes, plus de professeurs, classes, voilà. Donc recrutés, voilà, formés. Exactement, puisque là les annonces, on nous annonce des créations de postes, mais qui vont juste accompagner en fait l'augmentation des effectifs. En Midi-Pyrénées, on attend plus de 1700 élèves en 2 ans en collège. Avec une augmentation constante d'une année sur l'autre. Voilà, voilà. Puis en fait, avoir la possibilité de faire de la co-intervention, parce qu'il n'est pas dit que l'interdisciplinaire tel qu'il est présenté dans la réforme permette de la co-intervention. Voilà. Alors, vous ne demandez pas le retrait pur et simple de ce projet de réforme. Vous aimeriez qu'on discute, vous aimeriez pouvoir ouvrir la discussion. Oui, que la profession soit concertée, parce que quand même voir ce projet en quelques semaines très rapidement présenté sans aucune concertation de ceux qui vont le mettre en œuvre, c'est quand même difficilement acceptable pour les collègues. Et puis qu'on entende aussi ce qu'ont les collègues à dire, en fait. Oui, parce que pour rappel, quand même, vous êtes le syndicat principal, on l'a dit, mais d'autres organisations soutiennent le projet de la rue de Grenelle, le SE-UNSA et le SGAN-CFDT. Bon, ce sont 20% des étudiants du second degré, mais tout de même, ainsi que les fédérations de parents d'élèves. Est-ce que ça peut vous poser un problème dans la mise en place des négociations et des discussions, sans doute ? Alors, par rapport aux négociations, le SNES est sorti des négociations avec tous les autres syndicats, en fait. Donc, les syndicats qui représentent 80% de la profession sont sortis. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, les parents d'élèves, on les invite à discuter avec eux, à discuter avec nous de cette réforme. Et on précise que le cortège démarrera demain du métro Saint-Michel à 14h et qu'une délégation devrait être reçue autour de 15h, 16h. En tout cas, la demande que vous avez faite auprès du rectorat. Merci infiniment d'être venu nous en parler sur ce plateau. Tout autre chose à présent avec une bonne nouvelle pour tous ceux qui perdent patience lorsqu'il s'agit de faire du bricolage. C'est une création toulousaine qui a remporté la médaille d'or du prestigieux concours Lépine 2015. À mi-chemin entre mécano et Lego, un système révolutionnaire de fabrication de meubles sur mesure. Pascal Soler a rencontré l'heureux gagnant du concours. On regarde. Éric Millard était ingénieur réseau à Motorola Mobility, licencié en 2013. Il décide alors en 2014 de faire le grand saut vers l'entrepreneuriat pour dévoiler au grand jour son bébé, son innovation, le Kinook, breveté en 2013. Des pièces en plastique qui s'emboîtent pour constituer des angles droits et dans lesquels on glisse des montants métalliques, ceux qui sont utilisés pour les cloisons en plaques de plâtre. J'ai commencé à réfléchir un petit peu à une solution pour pouvoir exploiter justement ces montants métalliques qu'on trouve partout, pour les utiliser, pour faire des constructions type aménagement personnalisé. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des petits prototypes en bois, puis des impressions en 3D, et j'ai amélioré mon produit pour essayer de trouver tous les cas de figure de construction, donc au-delà de la bibliothèque, faire des caissons d'éclairage, des meubles télé, des choses comme ça. Selon les besoins et les formes, on peut fixer sur les barres différentes plaques de parement, telles que des plaques de plâtre ou encore de mélaminé. Bref, bricoler devient un jeu d'enfant, enfin presque. Démonstration. On crée la structure métallique avec les montants et les cales Kinook qui servent de guide. Donc les montants sont enfilés dans les cales. Et une fois que l'ensemble est assemblé, on vient fixer des plaques de parement qui vont être vissées sur les montants métalliques. Les montants métalliques vont être pris en sandwich et ça va nous donner une construction qui va être solide. Médaillé d'or au concours Lépine le 9 mai dernier, Kinook va pouvoir prendre son envol. Les commandes sur Internet ont déjà triplé ces 2 dernières semaines. La difficulté lorsqu'on démarre, lorsqu'on invente un produit, c'est réussir à convaincre les gens de justement publier, de faire un article sur le produit. Le concours Lépine, dire qu'on a été vainqueur au concours Lépine, ça ouvre des portes et ça va nous permettre d'être plus visibles. Des constructeurs en bâtiment sont déjà intéressés par l'efficacité de Kinook, un produit 100% made in France. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT, à bientôt.